Je me présente, donc je m'appelle Emmanuelle Deschlette et j'ai monté notre agence avec mon frère il y a une petite dizaine d'années. On travaille particulièrement dans les immeubles de logement et on a cette approche toujours de réfléchir en termes de biosourcés. Donc on va travailler avec le bois, avec la pierre, avec la terre, avec la paille. Et aujourd'hui, je vais surtout vous présenter 2 projets en terre crue qui, sont intéressants parce qu'ils ont été successifs et qu'ils ont des contextes très, très différents. Voilà, pour remettre un petit peu aussi, le contexte de la création de notre agence, donc il y a une dizaine d'années, on sort de nos études. Nous, on est une génération où on ne parlait pas tellement d'écologie, dans nos études d'architecture. On parlait beaucoup de modification des bâtiments, d'évolution des bâtiments, pas encore vraiment d'écologie. En revanche, on avait cette, conscience, généralisée dans la société, beaucoup plus éveillée, qu'avant. Donc on commence, notre profession, avec un constat un peu délicat, voilà, c'est quand même un métier qui tourne autour de la construction, donc qui est très, polluant et comment nous, on apporte, quelque chose, de différent et comment on réfléchit à ça. Aujourd'hui, donc on sait que ce qui est a de plus polluant, c'est la production de ciment et que cette production de ciment, elle augmente tous les ans, mondialement de 1,5. Donc on n'est pas du tout dans une, récession. Voilà, juste pour rappeler ce petit chiffre. Donc c'est important de développer, des solutions et c'est vrai que donc, quand je sors de mes études, j'aimais beaucoup cette phrase de Buckminster Fuller que je vais pas dire en anglais, mais qui dit, «Si on veut inventer des choses, si on veut inventer un nouveau système, il faut rendre un ancien système obsolète» et qu'en fait, plus on pratique, plus cette notion de radicalité, pour moi, se tend plutôt vers une notion d'hybridation. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société avec beaucoup d'extrêmes et je pense que si on est chacun radical, on ne va pas très loin finalement. Donc apprendre à écouter, apprendre à comprendre les besoins de chacun et j'aime bien cette idée d'hybridation parce que c'est la rencontre finalement de 2 éléments qui sont un peu inédits, qui vont créer quelque chose de nouveau. Je vais vous présenter 2 projets. Donc le premier projet, c'est un projet de maison qui est aussi un atelier d'artiste et une fondation. Donc c'est un projet particulier, dans le 18e et on avait cette, particularité donc de travailler pour une artiste, qui avait, aussi les moyens, mais je pense qu'on a besoin un peu à un moment pour faire sortir de l'innovation, des gens, qui ont, les moyens de le supporter. Et on lui avait proposé, de travailler une façade en terre, ce qui lui a beaucoup plu parce que son travail tourne aussi autour un peu de ça. Et donc la question, c'était comment on arrive à rendre, contemporain et urbain l'usage de la terre crue, donc dans un contexte parisien. En fait, on avait une parcelle très profonde, donc il fallait qu'on optimise le plus possible la lumière naturelle depuis la rue. Donc on a ces formats de fenêtres qui sont assez, contemporains et pas du tout dans enfin, les constructions en terre crue d'origine, c'est plutôt beaucoup de masse et des petites ouvertures. Donc là, on a, travaillé avec le BETER pour calculer ces trumeaux, ces 3 trumeaux porteurs pour qu'ils soient suffisamment fins pour accepter ces grandes ouvertures et en même temps suffisamment épais pour supporter, l'ensemble de la façade. Et puis, pour, travailler cette écriture plus urbaine, on a travaillé avec, le métal, l'aluminium et l'inox, qui viennent, en fait, faire cette liaison. Alors là, on voit pas sur la maquette blanche, mais on est entouré, bah, de toitures en zinc, parisiennes et ça vient créer cette dualité que je trouve très intéressante entre un matériau qui est, naturel, ancestral, enfin des techniques qui sont ancestrales, très épais, très poreux, très lourds et un matériau qui est typique de la révolution, enfin de l'industrie, très fin, très brillant, très lisse. C'est une maison très verticale, qui a, pour, but d'être, à moitié une résidence d'artiste, à moitié un lieu d'événementiel et à moitié une maison, particulière. Donc plus on monte, plus c'est privatif. Ce qu'il y a aussi de, malgré tout, assez innovant dans cette maison, c'est tout le travail, qu'on a effectué autour du symbolisme aussi,
on a un arbre qui traverse et qui apporte la lumière naturelle au cœur du bâtiment. Voilà, travailler avec la lumière zénithale. Et puis, tout a été vraiment fait sur mesure avec des artisans. C'était assez incroyable comme projet. Et tout évoquait la forêt. Et en fait, on avait ce principe un peu où l'art se retrouvait dans les murs directement. Là, on voit c'est une grande fresque qu'un artiste a réalisée au sous-sol. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec assez peu de dispositifs, finalement, juste des pigments et une certaine lumière, on arrive à avoir un effet assez incroyable. C'est un projet qui a été construit entièrement en bois et le pisé a été réalisé intégralement sur place, sans machine, par à peu près 2 personnes. Voilà. Donc c'était très impressionnant et très beau à voir. Le principe un peu de la terre connu des terreux, c'est des bonnes bottes et un bon chapeau. Donc toujours un soubassement pour éviter les remontées capillaires, les rejaillissements d'eau. Là, on voit qu'on l'a doublé d'une petite couche de stabilisation avec un peu de chaux dans la terre pour éviter les rejaillissements depuis les bords de fenêtre. On voit aussi la chaux sous le linteau qui après sera creusée et rejointée en terre. Donc en fait, on ne la verra pas. Donc les linteaux, c'est des grands L métalliques dans lesquels il y a des équerres intermédiaires qui viennent griffer la terre finalement, puisqu'on est en pisé sur place. On voit d'ailleurs au rez-de-chaussée toutes les réservations électriques pour l'interphone. Et c'est toutes ces questions-là qui ont fait qu'on est passé en pisé sur place et non en préfabriqué, parce que c'était quand même un peu plus complexe de créer des réservations. En tout cas, l'artisan qu'on a eu du mal à aller trouver, qu'on allait chercher à Grenoble, était pas très partant. Sauf qu'on n'avait pas réalisé que le temps de chantier n'était pas tout à fait le même, puisque chaque étage représente 2 mois de chantier, c'est-à-dire 1 mois de coffrage et pisage, et après 1 mois de séchage. Donc la façade, on a mis 6 mois, même 7 mois. Et ce projet, il nous a mené à un projet de logements sociaux. Donc c'était super excitant et valorisant pour nous de pouvoir apporter ce matériau sur un projet de logements sociaux. Donc on a aussi un peu appris de notre premier projet en terre. Donc là, on voit qu'on s'est libéré de ce rez-de-chaussée en terre. Donc on est passé avec un rez-de-chaussée en pierre massive, ce qui nous a permis justement de passer tous nos réseaux et de nous libérer de cette contrainte et ensuite de passer en bloc préfabriqué. Donc là, sur cette façade, on voit bien que les fenêtres, on est sur des formats beaucoup plus économiques. La façade en bloc préfabriqué, on a mis à peu près, c'était 3 semaines, 1 mois de montage. Donc là, le temps de chantier n'est pas le même. On a voulu aller un peu plus loin sur cette idée de modénature de façade, même si on ne peut pas en parler de modénature. Enfin, on ne travaille pas du tout la terre de la même manière qu'on travaillerait du béton. On ne peut pas faire des joints creux, justement parce que cette contrainte de l'écoulement des eaux pluviales. Et c'est pour ça qu'on a travaillé une modénature verticale avec ce biais, ce chanfrein qui vient faire entrer la lumière du sud dans les logements et travailler cette masse en fait. Toute la pose a été réalisée par une entreprise générale, donc qui n'avait jamais posé de blocs de terre et qui a été un petit peu formée ou conseillée par Thériault, donc l'entreprise qui a réalisé les blocs. Et finalement, ça s'est très bien passé. C'est pas beaucoup plus complexe, on va dire, que de poser des blocs de pierre. La seule chose où il a fallu insister un peu, c'est la protection des blocs tout au long du chantier, dès qu'on part, enfin tout le temps, voilà, les protéger, ne pas les mettre à même le sol, etc. Voilà, donc travailler avec la terre, forcément, ça amène aussi beaucoup de sujets annexes. Qu'est-ce que c'est, nous, notre valeur ajoutée en tant qu'architecte par rapport à des ingénieurs qui vont travailler les matériaux biosourcés? Nous, par exemple, on nous a beaucoup contactés et c'était toujours des questions très techniques, très géologiques presque, ce qui est très intéressant, mais on est aussi architecte, donc qu'est-ce que c'est notre valeur ajoutée? Comment on fait pour que les projets et leurs particularités aussi. Donc voilà, ce rapport entre l'éthique, l'esthétique. Après, il y a aussi forcément tout ce côté un peu politique. Nous, je pense que ces 2 premiers projets, enfin ces 2 projets en terre, c'était aussi quelque part un peu manifeste. C'était un peu montrer qu'en ville, on peut réaliser ça. Mais ça amène aussi beaucoup de questions sur la réglementation. Par exemple, là, j'ai pas mis ces photos aujourd'hui, mais on voyait sur le projet des logements sociaux, par exemple, on a été un peu obligé d'isoler la terre de la même manière qu'on isolerait du béton. Donc on voit qu'il y a un peu un double temps sur la réglementation. Donc il y a aussi beaucoup de choses
à réfléchir. Et puis après, c'est toujours aussi la question de, pour les rendre accessibles financièrement, ces matériaux, le fait de passer en hors site, donc en industrialiser un peu le process, permet de réduire les coûts. Mais jusqu'où cette pratique est éthique ou ne l'est pas? Enfin voilà, donc ça pose beaucoup de questions, l'arrivée de ces nouveaux, enfin de ces anciens matériaux, mais en tout cas mis à l'ordre du jour. En tout cas, de notre expérience, on a trouvé que travailler avec ces matériaux, c'est quand même quelque chose de très joyeux, qui rassemble beaucoup les différents acteurs du projet et qui même, je dirais, peut nous redonner une approche un peu plus intéressante avec le maître d'ouvrage. Donc voilà, nous, à l'agence, ce qu'on essaye, c'est de trouver toujours cet équilibre entre les procédés industriels et artisanaux, et puis les matériaux bio et géosourcés, et idéalement le réemploi, même si, pour être honnête, c'est encore une pratique qu'on a du mal à mettre en place. À côté de ça, on s'interroge aussi sur comment on va au-delà. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que le discours écologique en architecture s'arrête beaucoup à ces matériaux structurels, de façade, le bilan carbone, etc. Mais qu'est-ce qu'on raconte en termes architectural, en termes d'esthétique? En fait, on ne peut pas penser faire de l'architecture exactement, enfin, juste l'idée de juste remplacer le béton, faire la même chose qu'on a fait, mais en remplaçant le béton. Parfois, j'ai l'impression que c'est voilà, c'est ça, et j'aime bien faire ce parallèle, aussi avec les modernistes, où en fait, il y a eu l'arrivée du béton, et l'arrivée du béton, elle a inspiré toute une génération d'architectes à réfléchir l'architecture vraiment différemment, les modes de vie. Enfin, ça s'est pas arrêté à juste un nouveau matériau de construction. J'ai cette sensation qu'il faut aller plus loin sur aussi les modes de vie low-tech, comment on s'arrête pas à des façades, mais à tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme cuisine demain, ou ça? J'en sais rien.